Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis Pierrick Philippi, je suis le cofondateur de Likebot et donc on va co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Foxglove Partners. Je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, ravi. On voit pas qui est là, mais donc je suis Olivier Job, je suis cofondateur de Foxglove Partners, agence SEO. Et donc Sébastien Barry, cofondateur également de Foxglove. On va attendre peut-être de voir qu'il y a suffisamment de personnes connectées. Je sais pas combien on est là. Pierre, tu sais combien on est de connectés? Ouais, on est à peu près au nombre d'inscrits. On va pouvoir démarrer et puis de toute façon, il y a le replay hein, donc, qui sera disponible, qui vous sera envoyé à vous qui êtes présents, qui sera envoyé aussi aux absents. Donc, je pense qu'on va démarrer et puis les absents ont toujours tort. Donc, ils apprendront et ils verront ce qu'on va leur apprendre avec du retard, tant pis pour eux. Mais je propose qu'on avance. C'est parfait, C'est parti. impeccable. Vas-y. Donc, aujourd'hui, on va parler lead generation de manière un petit peu générale. L'idée étant de parcourir plusieurs cas clients, de choses qu'on a réellement réalisées, vous donner un maximum de tips sur le sujet de la lead generation. Dans la lead generation online, évidemment, il y a deux missions principales. Première mission, faire venir des visiteurs sur le site. C'est le travail du SEO, c'est ce que développera Foxglove. Et puis, la partie convertir ces visiteurs en lead pour en faire des clients. Et c'est évidemment la mission du chatbot et donc ce que présentera Pierrick de Likebot. Donc, on va rentrer dans le détail là-dessus. La présentation va se passer en plusieurs parties. On va commencer par voir quelques intros théoriques sur le SEO, les chatbots. Et ensuite, on rentrera dans des cas pratiques en essayant de vous donner un maximum de tips pratiques, utilisables pour chacun d'entre vous. Il y a évidemment des choses qui vont être plus techniques que d'autres. On a essayé de donner un maximum d'éléments à la fois pour des choses assez simples et puis parfois des choses peut-être un peu plus complexes. Et on sera content de répondre à vos questions après. Dans cette partie théorique sur le SEO, on va parcourir 4 notions qui sont importantes. C'est des notions un peu basiques, mais donc ça ne s'adresse pas forcément à des profils experts, mais qui ont un vrai intérêt en termes de performance. Si on regarde comment se décompose le trafic naturel, on a une part de trafic qui est un trafic de marque, et donc là-dessus, ça repose sur la performance marketing. On n'a pas grand-chose à faire pour générer du trafic de marque, nous, d'un point de vue SEO. Si on regarde, ce qui nous intéresse, ça va être le trafic hors marque. On va pouvoir décomposer en 3 typologies de requêtes. Il est issu de 3 typologies de requêtes. Les requêtes transactionnelles, les requêtes informationnelles, qu'on va dire complexes, et les requêtes informationnelles plus simples. Juste une petite précision, quelqu'un nous demande si c'est possible d'avoir les slides. Tout le document et la présentation seront envoyés évidemment avec le replay. Bien sûr. Dans le cadre de la lead generation, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les requêtes transactionnelles et informationnelles complexes. Et on va essayer d'accompagner l'internaute, l'utilisateur, tout au long du parcours d'achat, et notamment de se demander à chaque fois qu'on va avoir une page, à chaque fois qu'on va avoir un visiteur qui vient sur la page, quelle est son intention de recherche. Qu'est-ce que la personne cherche à faire en arrivant sur cette page, ou qu'est-ce que la personne va chercher à apprendre ou à comprendre en arrivant sur cette page. Ça doit vraiment être un élément fondamental de la manière avec laquelle on va optimiser nos pages. La deuxième notion, qui est une notion théorique assez classique, c'est la pyramide SEO. On a coutume d'appréhender le SEO par une partie un peu unique qui est le contenu. C'est un des éléments du SEO, mais pas le seul. Si on regarde un peu dans le détail ce qui va composer la performance SEO, on a 3 niveaux. Le premier niveau, ça va être la technique. Si on fait le parallèle avec un magasin physique, ça va être toute l'organisation du magasin. Du type, est-ce que ma porte d'entrée de magasin est bien ouverte? Est-ce que j'ai bien des rayons qui sont correctement présentés? Est-ce que l'ensemble de mes rayons sont accessibles, etc., etc. Le deuxième étage de cette pyramide, vous le connaissez tous, c'est les contenus.
Là, on est dans un domaine un petit peu paradoxal, puisque en B2B, normalement, vous avez énormément de contenu. Simplement, ils sont rarement utilisés sur votre site, rarement utilisés à des fins SEO. Je pense notamment à tous les contenus commerciaux, réponse aux appels d'offres, tous les contenus marketing, des présentations que vous pouvez faire en interne ou en externe, toutes les brochures, tous les éléments RH, toutes les présentations qui sont faites par vos services RH. Donc, si on regarde dans le détail, vous avez énormément de matière que vous pouvez recycler sur le site, utiliser à des fins SEO. Si on continue notre analogie sur les magasins physiques, les contenus, ça serait les produits. Est-ce que vous avez plus ou moins de produits? Est-ce qu'ils sont bien regroupés par gamme? Est-ce que les gammes qui sont relativement proches sont organisées de manière proche dans le magasin, donc dans votre site, etc. Le troisième niveau, ça va être les backlinks, le netlinking et l'autorité. Si on continue ce parallèle, ça va être la publicité. La publicité, elle n'a pas de sens si votre magasin est fermé, si la moitié de vos rayons ne sont pas accessibles ou si vous n'avez pas beaucoup de produits qui sont rangés n'importe comment. Par contre, autrement, elle a du sens. Et elle a du sens en fonction aussi de votre environnement concurrentiel. Si aucun de vos concurrents directs ne fait de publicité, vous n'avez pas besoin de publicité, pas besoin de netlinking. Si tous vos concurrents en font, vous en aurez besoin. Et de la même manière, si vous faites de la publicité au moment du 20h de TF1 ou sur une gazette locale, ça n'aura pas du tout le même impact. Donc la pyramide des SEO, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour bien travailler les 3 dimensions du SEO. On a coutume de dire que les contenus sont rois, que c'est eux qui font la performance. Si on rentre 2 secondes dans une notion de performance, on voit 80% en moyenne des contenus d'un site ne génèrent pas de trafic SEO. Ça, c'est un chiffre qui fait un petit peu mal pour les SEO, mais on va pouvoir comprendre pourquoi et corriger ces éléments. Si on prend sur un axe horizontal le nombre de requêtes différentes pour une thématique et qu'on prend sur un axe vertical le volume de recherche de chacune de ces requêtes, on a, quand on analyse une thématique particulière, une courbe qui ressemble à ça, avec un nombre limité de recherches qui ont des volumes très importants, et à l'opposé, à droite, un nombre très important de requêtes qui ont des volumes unitaires de recherche relativement faibles. Une fois qu'on a dit ça, si on compare ces éléments avec la performance d'un site, on s'aperçoit que les requêtes sur lesquelles on a énormément de volume de recherche génèrent au final un trafic limité sur le site, et que le total des petits volumes des requêtes innombrables qui sont plus longues vont générer un trafic très important. C'est le concept de long train qui est très connu en SEO et qui est extrêmement important parce qu'il va permettre à la fois de générer du trafic et de générer de la conversion, ce qui nous intéresse en lead gen. Si on regarde sur les requêtes extrêmement concurrentielles, on va avoir un taux de conversion qui va être plus faible que sur des requêtes plus long train, moins concurrentielles, puisqu'on est moins proche de l'intention d'achat. Donc, travailler sur long train, c'est à la fois intéressant en termes de trafic, mais également en termes de conversion. Et c'est ce qu'on voit ici, quand on analyse le trafic SEO d'un site, 80% du trafic ne vient pas du tout des requêtes top tail, mais vient des déclinaisons de requêtes long train. Dernier élément, dernière notion théorique qu'on va parcourir, c'est le reverse engineering. Si on fait un parallèle avec la démarche marketing, en marketing, on va s'intéresser à la demande, à l'environnement concurrentiel, aux forces en présence, pour définir notre stratégie. En SEO, ça va être exactement la même chose. On va s'intéresser au volume de recherche. S'il n'y a pas de volume de recherche, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché. Donc ça, c'est un basique, mais ce n'est pas suffisant. On va aussi travailler tous les éléments de concurrence. On va regarder contre qui on est en concurrence sur une page et pourquoi les concurrents sont devant, quels sont les éléments qui influencent leur performance. Il ne faut pas oublier qu'on joue contre un algorithme. Et donc, on va faire du reverse engineering, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les contenus des concurrents qui marchent bien, comprendre ce qu'ils ont fait et essayer de faire mieux. On va aller voir, on va ouvrir les sites des concurrents, aller regarder leur contenu et essayer de comprendre les questions, les requêtes sur lesquelles ils se positionnent. Avec des outils, on va aller creuser les mots-clés et on va essayer de découvrir les intentions de recherche qui sont derrière ces requêtes. L'objectif, ça va être d'écrire des contenus qui soient plus longs, plus riches, plus experts que les contenus de nos concurrents. Et derrière, on va aller regarder toutes les thématiques qu'eux traitent et qu'on ne traite pas sur le site pour venir enrichir les différentes sections de notre site. Il y a un élément qui est fondamental, c'est que l'approche mot-clé ne suffit pas parce qu'on omet complètement la notion de concurrence. Il faut vraiment être certain de travailler des mots-clés, de travailler des éléments sur lesquels on a un potentiel de gagner.
vous n'allez pas vous faire un 100 mètres contre Usain Bolt parce que vous ne pouvez jamais gagner. Par contre, il y a tout un tas de courses, tout un tas d'autres compétitions que vous pouvez gagner et c'est là-dessus que vous allez devoir concentrer vos efforts pour avoir une véritable performance en D-Chain. J'en ai fini pour cette partie théorique. Passez la main à Pierre. Alors, hop, si tout le monde voit mon écran et si vous m'entendez bien, on va donc passer à la partie théorique sur les chatbots qu'on a voulu quand même assez concrète. On va traiter nous 5 points assez rapidement pour vraiment vous donner un peu un état des lieux de ce que ça peut être un chatbot sur un site web dans une optique de lead generation. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête quand on veut déployer un agent conversationnel, c'est qu'il faut quand même respecter un certain nombre de critères, notamment le bon moment pour déployer un chatbot, ça va être déjà lorsqu'on a un trafic qui est significatif sur le site. Ça ne servira à rien de déployer un chatbot s'il n'y a pas de gens qui viennent. Et ça, effectivement, on l'a dit, hein, c'est le travail notamment du SEO pour générer du trafic de qualité. On va pouvoir aussi déployer un chatbot lorsqu'on se rend compte que ces formulaires ne convertissent pas assez. Et puis, pour ceux qui ont déjà un système de live chat sur leur site, ça va être aussi potentiellement quand il y a déjà trop de questions qui arrivent sur le canal live chat. Alors, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut déployer un agent conversationnel ? Il y a 2 méthodes. Il y en a une qui est vraiment classique, que vous avez forcément vu, c'est une petite fenêtre conversationnelle qui va s'intégrer en bas à droite ou en bas à gauche du site, de manière assez classique. Et puis, l'autre possibilité qui est un peu moins courante, mais qui commence à se démocratiser, c'est d'avoir finalement une intégration en pleine page du chatbot, ce qui permet d'immerger complètement le visiteur dans la conversation. Alors, pourquoi est-ce qu'on déploie un agent conversationnel ? Il y a 3 raisons principales. La première, ça va être d'assurer une relation qui est personnalisée. On va le voir comment par la suite, mais personnalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec ses prospects, mais aussi ses clients. Aujourd'hui, on parle énormément de prospection et de lead generation, mais évidemment qu'un chatbot peut aussi intervenir sur la suite de la relation client et tout ce qui va être potentiellement service après-vente. On va aussi déployer un chatbot pour attirer l'attention du visiteur et l'orienter rapidement vers le bon sujet. On déploie souvent des chatbots aujourd'hui qui sont vraiment des aides à la navigation et qui, en fonction de la conversation qu'il a avec le visiteur, va lui proposer tel ou tel contenu et potentiellement donc, va aussi pouvoir l'orienter vers les contenus qui convertissent bien. Et puis évidemment, on va déployer un chatbot pour collecter des données de manière plus efficace, plus personnalisée aussi. Et puis, mine de rien, aujourd'hui, ça reste encore un canal plutôt original. Voilà un exemple, j'en parlais juste avant, d'un chatbot en pleine page. J'y reviens parce que c'est aujourd'hui une bonne manière d'intégrer un chatbot, notamment sur une landing page. Vous le savez, vous avez, je pense, probablement tous des landing pages thématisées, je l'espère, optimisées sur certaines requêtes SEO spécifiques. L'intérêt aujourd'hui de pouvoir déployer un chatbot qui n'est pas juste une petite fenêtre conversationnelle en bas à droite, mais qui prend plus de place dans la page, c'est que l'utilisateur n'a pas le choix. Déjà, il va devoir forcément parler au chatbot et ça va du coup habilement remplacer ce qui est plus classique quand c'est un formulaire de collecte de coordonnées, par exemple, sur votre landing page. Alors, qui dit chatbot, qui dit agent conversationnel, dit intelligence artificielle. On va pas s'étendre là-dessus, le sujet est vaste. Et si vous voulez un peu plus d'informations, je vous inviterai à aller voir notre blog où on a pas mal d'articles sur le sujet pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est 2 points importants qui sont sur l'écran ici. C'est d'une première part, l'intelligence artificielle dans le traitement du langage naturel. C'est là où on va la faire intervenir et uniquement là. Donc, ça va servir à faire ce qu'on appelle de la NLP, de la NLU, c'est-à-dire ça consiste à comprendre ce que dit l'utilisateur, donc quelle est son intention, qu'est-ce qu'il exprime dans sa question,
et extraire des données structurées qu'on appelle entités. Et ces données structurées, souvent, ça va être son adresse mail, son numéro de téléphone, pourquoi pas son adresse postale, ou d'autres informations qu'il pourrait nous donner. Il faut bien comprendre aujourd'hui que, malgré peut-être tout ce que vous pouvez entendre, lire ou voir, l'IA, ça n'a rien de magique. D'accord ? Ça nécessite du temps pour être entraîné. Et surtout, aujourd'hui, l'IA, c'est loin d'être infaillible. Et elle peut souvent répondre à côté de la plaque. Et c'est pour ça qu'il est important, quand on parle d'intelligence artificielle, de continuer à parler d'intelligence humaine. Et nous, ce qu'on fait chez Likebot, c'est qu'on l'applique à la gestion des conversations. On a le bot qui nous permet de comprendre ce que l'utilisateur a voulu dire. Par contre, c'est bien l'humain qui va construire le scénario conversationnel pour minimiser les erreurs de réponse du bot et maximiser l'atteinte de l'objectif qui est générer des leads. Et ça, c'est une vraie expertise humaine. De la même manière, entraîner des modèles d'intelligence artificielle sur des intentions inconnues ou pour corriger les erreurs qui ont pu être faites, ça, c'est également aujourd'hui quelque chose qui doit être fait par un humain. Vous avez peut-être entendu parler d'IA auto-apprenante. On est franchement dans la science-fiction aujourd'hui quand on veut une application concrète et industrielle de ce genre de système. Voilà. Du coup, ce qui va être vraiment clé dans la mise en place d'un chatbot et surtout dans une logique de lead generation, c'est ce que j'ai évoqué juste précédemment en parlant de scénario conversationnel qui est rédigé par un humain. C'est vraiment de penser la conversation comme un tunnel conversationnel qui va vraiment amener l'utilisateur vers votre objectif. Donc, votre chatbot, surtout, ne commencera jamais par dire « Que puis-je faire pour vous ?» C'est vraiment un point qui est clé. Un chatbot ne doit pas être un moteur de recherche. D'accord ? Donc, l'utilisateur ne lui pose pas de questions. Un chatbot, ce n'est pas non plus une simple FAQ. Le chatbot, il doit dire « Voilà ce que je peux faire pour vous ». Et c'est donc le chatbot qui est à l'initiative de la conversation et qui pose des questions à l'utilisateur. C'est comme ça qu'il va pouvoir le guider à travers différentes étapes qui vont permettre d'obtenir soit des informations précises, soit en tout cas un contexte et des informations pour comprendre le profil de l'utilisateur et lui poser les bonnes questions. Du coup, une fois qu'on a compris ça, on commence à sentir un petit peu l'intérêt que peut avoir un chatbot par rapport à un formulaire classique qui peut être sur un site. Du coup, finalement, ce chatbot, ce tunnel conversationnel, c'est un formulaire où il y a des champs obligatoires, mais il n'en a pas l'air. Parce que la conversation va s'adapter. La collecte des informations va se faire de manière plus naturelle, en parlant. Et puis, l'utilisateur, il est guidé au sein du tunnel, mais il reste libre. Il va pouvoir éventuellement nous dire qu'il ne veut pas donner son adresse mail pour l'instant. Et puis, on va continuer à parler avec lui. On va lui fournir des informations, des éléments de réassurance. On va collecter d'autres informations qui sont moins intrusives pour qu'à la fin, on lui repose la question et que là, il nous dise « Oui, voilà mon adresse mail, je veux être contacté ». Alors attention, il vaut mieux un bon formulaire qu'un mauvais chatbot. Dit autrement, un mauvais chatbot est pire qu'un mauvais formulaire. Je vous ai mis là à l'écran 2 exemples qui sont des vrais exemples, d'accord ? Je ne les invente pas, c'est des choses que j'ai vécues, de chatbot où finalement l'objectif n'était absolument pas atteint. Dans la partie de la gauche, on voit un chatbot qui me demande mon âge pour faire du profiling. Je lui dis que je ne veux pas le donner. Et en fait, il le veut vraiment, quoi, mon âge. Et ça en devient tellement pénible, le chatbot boucle, ce qui est quelque chose d'assez classique sur les chatbots qui sont mal faits. Et du coup, on finit par abandonner et s'en aller. Et puis sur la partie de droite, là, c'est un chatbot qui me demande comment je m'appelle. Mais comme je suis poli et qu'il m'a dit bonjour, je lui ai répondu aussi bonjour. Et du coup, il me dit merci, bonjour. Voilà. Du coup, effectivement, je n'ai pas spécialement envie, là, tout de suite, de lui donner mon adresse mail. Dernier élément important, c'est du coup cette notion, ce lien qu'on peut faire entre chatbot et live chat. Et ça passe par la reprise en main de certaines conversations. Dans certains cas, il va être nécessaire de reprendre en main la conversation que le chatbot avec le visiteur. Soit parce que le chatbot et l'utilisateur ne se comprennent pas,
ce qui peut arriver pour plein de raisons. Ça peut parfois, voire même souvent, être parce que l'orthographe est plus qu'approximative. Ça arrive souvent plutôt en B2C, hein, on ne va pas se mentir. Ou quand l'utilisateur est agressif, où là aussi c'est un peu plus rare en B2B, mais nous on y est souvent confrontés sur les chatbots B2C qu'on déploie. Donc dans ces situations-là, c'est important potentiellement de reprendre la main pour ne pas laisser l'utilisateur face au chatbot. Et puis il va y aussi avoir des situations où c'est intéressant de reprendre la conversation sur le chatbot, soit parce que l'utilisateur le demande explicitement, et ça arrive, qu'il y ait des prospects qui disent moi j'aimerais parler à telle personne, ou j'aimerais parler à un spécialiste de ça, soit parce qu'on voit que l'utilisateur a du mal à finaliser le scénario conversationnel. Et puis si on pousse cette idée-là, que le chatbot finalement c'est qu'un relais pour générer un lead et pouvoir le capter et échanger avec lui, il y a aussi quelque chose qui aujourd'hui est très intéressant, c'est de pouvoir faire une intégration directement avec des plateaux de téléconseillers pour planifier un rappel directement sur la base des informations fournies. Ça, c'est quelque chose, nous, qu'on fait notamment avec un gros acteur des produits pétroliers, pour ne pas le citer, en France, où on a justement un chatbot qui, lorsque la souscription en ligne prend du temps ou a du mal à aboutir, redirige et déclenche un callback par un plateau de téléconseiller. Voilà. Alors, on va poursuivre avant de rendre la main à Foxglove pour un joli cas SEO. Je vais vous présenter deux exemples un peu plus précis, un peu plus détaillés d'utilisation de profils sur la génération de leads. Ici, c'est un cabinet de recrutement, donc on n'a pas eu l'autorisation de donner le nom, mais vous verrez le fonctionnement. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire de la qualification très très fine de profil. Et notamment, c'est vraiment applicable à des problématiques purement B2B, comme on va pouvoir le voir. Un cabinet de recrutement, ça a en général deux types de leads avec des profils très différents. Il y a d'un côté les recruteurs, qui sont finalement ceux qui vont payer. Et puis donc, c'est un profil avec des gens qui sont en général assez pressés, qui souhaitent être recontactés rapidement et qui n'ont pas envie de donner un grand nombre d'informations, que souvent ils jugent peu utiles. Donc ça, c'est la première catégorie de profil. Et puis, on a une deuxième catégorie de profil qui sont les candidats, qui ne sont pas directement des prospects au sens business du terme, puisque ce n'est pas forcément eux qui financent l'activité, mais en tout cas, un cabinet de recrutement, il a besoin d'avoir un vivier de candidats. Et donc ça, c'est un profil un petit peu différent, parce qu'on a des utilisateurs qui, là, eux, sont prêts à donner de l'information parce qu'ils savent que le site peut répondre à leurs besoins. Donc voilà, donc ça, c'est la problématique de base, elle est là. C'est comment est-ce que j'optimise au maximum la récupération d'informations sur ces deux profils. Alors, dans la démarche, en fait, ce que nous, on a mis en place pour ce client, c'est déjà d'une part de se dire, on a deux profils qui sont vraiment très différents. Donc, dans la conversation, on va rapidement discriminer tout de suite, en première étape, quel est le profil du visiteur. Est-ce que c'est un candidat ou est-ce que c'est un recruteur ? Ça peut paraître trivial, hein, mais en réalité, le fait de le faire ici dans un chatbot, où ça peut se faire dès la page d'accueil, on est sûr du coup directement à travers le chatbot de pouvoir délivrer le bon message si le visiteur atterrit sur la home et n'a pas atterri sur la landing page recruteur, par exemple. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'adapter la conversation en retardant la saisie des données qui vont être obligatoires le plus tard possible. Dans le cas, par exemple, des candidats, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait besoin potentiellement de récupérer leur CV, mais on peut souvent être dans un cas où l'utilisateur n'en a pas sous la main parce qu'il est sur son téléphone, etc. Et ça, c'est des notions qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que on va pouvoir, là, grâce au chatbot, comprendre une réponse de l'utilisateur qui nous dit « je n'ai pas de CV » et s'adapter complètement dans le déroulé de la conversation pour dire « ok, il n'a pas de CV, donc je ne vais pas récupérer potentiellement son adresse mail à travers son CV. » Donc dans le scénario conversationnel, il faudra que j'aille demander son adresse mail. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à faire dans le cadre d'un formulaire où on va avoir des champs obligatoires et finalement, on va peut-être vouloir absolument avoir le CV, l'utilisateur l'a pas et on va perdre un lead, alors que là,
en adaptant la conversation, eh ben, on va quand même pouvoir récupérer au moins une adresse mail, voire même, vous allez le voir avec les résultats après, un profil qui est qualifié. Et puis le dernier élément qui est vraiment pas négligeable, c'est de donner une personnalité à la conversation. Parce que si le chatbot, c'est juste un formulaire déguisé et qui se contente d'enchaîner les questions, voilà, ça ne crée pas de personnalité, c'est pas intéressant. Là, on le voit sur le chatbot, sur la droite, eh ben, on a un bot qui s'adapte, qui est réactif. L'utilisateur dit qu'il souhaite commencer demain. Eh ben, c'est sympathique de pouvoir lui dire bah, il faut qu'on se dépêche. S'il nous avait dit qu'il cherchait du travail pendant 6 mois, on aurait pu adapter, et c'est ce qu'on avait fait dans le cadre de ce projet, adapter la réponse du chatbot. Voilà. J'entends des petits plops, il me semble qu'il doit y avoir des questions, je pense qu'on les traitera plutôt à la fin. Voilà. Alors, les résultats. Bah, c'est que par rapport à l'approche classique qu'avait eu le site au départ avec des formulaires, on a obtenu 3 fois plus de leads recruteurs. Donc ça, c'est vraiment un élément important, c'est-à-dire que je ne préjuge pas là en l'état de si les formulaires étaient optimisés ou pas. Simplement, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on obtenait 3 fois plus de leads de recruteurs depuis que le chatbot était en place, à travers le chatbot. Comme ils sont pris en charge de manière proactive très rapidement, ça crée de la confiance. Et très très facilement, ils laissaient leur numéro de téléphone pour être rappelés. Et là, dans le processus, le chatbot envoyait un mail à un chargé de clientèle qui obtenait du coup les coordonnées, éventuellement le nom de la société si l'utilisateur l'avait donné et son nom et prénom s'il l'avait donné aussi, pour pouvoir rappeler le recruteur dans la foulée. Côté candidat, 2 fois et demi de lead en plus. Là aussi, parce qu'il y a une impression de prise en charge personnalisée, que le scénario conversationnel était plutôt libre. Donc il y avait bien ce fameux tunnel, mais on acceptait des réponses qui disaient non, je ne veux pas donner, ou on verra plus tard, etc. Ce qui permettait finalement de laisser la confiance s'installer progressivement et donc de continuer à dérouler la conversation, ce qui est quand même beaucoup plus sympa qu'un formulaire qui nous dit choix obligatoire en rouge. Voilà. Et puis, le dernier point qui est super, super intéressant, c'est que 80% des profils candidats étaient qualifiés à 100%. C'est-à-dire qu'on avait un questionnaire qui demandait un CV, 5 questions, et un moyen de contact si on n'avait pas le CV. Et du coup, on avait des candidats qui répondaient facilement à ces questions. Et donc, ça permettait d'avoir un gain de temps important sur le traitement. L'équivalent à peu près qui avait été estimé à l'époque, c'était un gain de à peu près un demi ETP sur la prise en charge des candidats. Voilà. Alors les tips, parce qu'on en a parlé en intro, mais l'objectif c'est de vous donner des tips un petit peu aussi un peu concrets. Donc les tips à retenir par rapport à ce cas client, ça va être d'une part d'adapter la conversation, donc au fur et à mesure des réponses données par l'utilisateur, et d'accepter que l'utilisateur ne soit pas prêt à donner une information clé au moment où on lui demande. On ne sera pas obligé de lui redemander plus tard, mais ça, le chatbot, si on le prévoit, il saura le faire de manière complètement automatisée. Donc, il faut pouvoir laisser la possibilité à l'utilisateur aussi de refuser explicitement de répondre à une question. Et si ce n'est pas problématique, et si réellement l'intérêt de savoir le département de naissance, ce n'est pas clé à ce moment-là dans l'établissement de la relation, il ne faudra pas insister. Autre tips important, il faut donner de la personnalité à votre chatbot. Vraiment, ce n'est pas un formulaire, ce n'est pas un enchaînement de questions-réponses. Il faut que ça colle à la cible à laquelle vous vous adressez. Il faut que ça colle à votre image de marque, évidemment, mais c'est vraiment un élément clé. Et puis, le dernier point, ça va être vraiment d'identifier les points de blocage dans la conversation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'amélioration continue du chatbot. C'est de toujours garder un œil sur ce qui se passe, pour améliorer la conversation au fur et à mesure. Alors, deuxième exemple, vous allez peut-être être surpris parce qu'on parle de Likebot. Et j'ai envie de vous dire, pour une fois que les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés, on trouvait ça intéressant de vous expliquer, nous, comment on s'y était pris avec notre chatbot pour générer des leads. Et alors, je vais vous spoiler la fin, parce que je crois qu'on n'a pas le chiffre sur la slide, mais grosso modo,
avec notre chatbot, on a multiplié à peu près par 2 le nombre de leads qu'on génère. Voilà. Alors, notre problématique à nous, c'était déjà de collecter des leads qui étaient qualifiés sans les décourager. C'est-à-dire que pour mettre en place un projet de chatbot, il peut y avoir quelques questions un petit peu pour voir le profil de l'utilisateur, quel est le type de projet, etc. Et donc ça, c'est un besoin qu'on a, nous, pour pouvoir avoir une relation qui s'installe et avoir les bonnes informations pour contacter la personne. Et donc, on a vraiment besoin de discriminer des leads qui ont un bon niveau de maturité avec ceux qui remplissent aujourd'hui notre formulaire tout simple où on demande juste un nom, un numéro de téléphone et où finalement, on se rend compte qu'on a des profils qui sont... Alors, ça peut arriver qu'on ait des étudiants, ça peut arriver qu'on ait des freelances, des choses comme ça où aujourd'hui, nous, ce n'est pas notre cible d'utilisateurs prioritaire sur notre outil. Voilà. Donc ça, c'était notre première problématique. Et puis la deuxième, c'est que malgré le travail qu'on a pu faire pour générer du trafic de qualité, que ce soit en SEO avec Foxglove, mais aussi sur tout ce qui est des contenus qu'on peut faire sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Il faut qu'on ait un taux de conversion important parce que lorsqu'on a un visiteur sur notre site et qu'on a réussi à le capter souvent par un contenu sur notre blog, ou qu'il est arrivé sur notre home via une requête SEO, c'est important pour nous de le garder. Il faut qu'on ait un bon taux de conversion parce qu'on ne fait pas des dizaines de milliers de visites par mois. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on maximise ça. Alors, comment on a fait ? Déjà, d'une part, nous, on a un chatbot aujourd'hui qui nous permet de générer des leads, mais qui a aussi des contenus additionnels. Et donc, d'une part, quand vous allez vous connecter sur notre site, le chatbot va s'ouvrir tout de suite et il va proposer tout de suite de parler de son projet, d'exprimer son projet. L'idée là, c'est de se dire, si on a quelqu'un qui a la maturité suffisante pour venir nous parler de son projet, il faut qu'il ait conscience qu'il puisse le faire tout de suite. Donc ça, c'est le premier point. Et quoi qu'il arrive d'ailleurs, le chatbot, n'importe où vous serez dans la conversation, si vous lui dites « j'ai un projet, je veux parler de mon besoin, etc. », il va être capable de comprendre et de vous réaiguiller vers la partie lead generation de la conversation. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a déployé un chatbot qui intègre en fait des éléments comme des carousels. Et ces éléments-là, en fait, permettent de collecter rapidement un bon nombre d'informations, tout en conservant l'aspect conversationnel, mais sans non plus poser plein de questions où les réponses, vous savez, elles sont toujours les mêmes. Et donc là, on a un élément qui est un carrousel et qui permet vraiment, de manière super efficace, de collecter 3-4 informations clés pour nous, pour qualifier finalement le projet qui nous est présenté. Et puis la troisième démarche, c'est de parler. C'est de parler avec nos prospects pour créer de la confiance. Alors, d'une part, évidemment, il faut que notre chatbot il fonctionne quand même correctement, puisque c'est ce qu'on va proposer à nos prospects. Donc, c'est une manière de créer de l'assurance. Mais là aussi, on a vraiment travaillé sur la personnalité du chatbot pour donner du corps à la conversation. Donc ça, c'est le premier truc. Il est... normalement plutôt malin, vous pouvez essayer un peu de lui poser des questions un peu délicates. Il saura y répondre, ou en tout cas, il vous répondra quelque chose. Et puis l'autre point, c'est qu'on a aujourd'hui, nous, la capacité de faire une reprise en main de la conversation en live. Et donc ça, c'est vraiment un point important parce que ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance parce que lorsqu'on a un utilisateur qui me dit « je veux parler à un humain », nous, derrière, on peut rapidement venir reprendre en main, comme vous le voyez là sur la droite de l'écran, et permettre d'engager une conversation avec l'utilisateur. 100% des utilisateurs avec qui on commence à parler, on finit par les avoir au téléphone. Soit parce qu'ils nous ont laissé un numéro de téléphone directement, soit parce qu'on récupère leur adresse mail et qu'après un échange, on a calé un créneau pour échanger. Alors les résultats, on a 10% des visiteurs qui parlent au chatbot sur la home. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que sur les visiteurs qu'on a, on en a quand même une partie qui, du coup, prennent la conversation et sont donc finalement mieux immergés, guidés
puisque notre bot va pouvoir les guider vers d'autres pages ou vers les pages du blog. Et donc, ça va mécaniquement contribuer à faire baisser notre taux de rebond. Et puis, évidemment, on a des utilisateurs qui utilisent le bot pour tester ce qu'on sait faire, ce qui est bien normal, et c'est bien le but. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que on se rend compte que 75% des utilisateurs qui expriment le fait d'avoir un projet au bot laissent un moyen de les recontacter. Donc, soit un mail, soit un numéro de téléphone, soit, comme je vous le disais, vont demander à parler à quelqu'un directement. Et parmi ceux qui demandent à parler avec quelqu'un, on récupère systématiquement la conversation après. Voilà. Et donc, l'autre point important, c'est que 55% des leads donnent l'ensemble des informations demandées. Donc, du coup, nous, on se retrouve, lorsque l'utilisateur a bien répondu à toutes les questions, on reçoit un email qui contient le moyen de recontacter la personne, les réponses au questionnaire. On a donc devant nous une fiche qui est prête à être utilisée. Et donc, lorsqu'on va recontacter le prospect, on va pouvoir avoir une approche qui est complètement adaptée à ce qu'il a exprimé et avoir un discours qui est tout de suite cohérent et qui, en plus, donne l'agréable impression qu'on s'est intéressé à nous. Voilà. Alors là, les tips à retenir, côté chatbot là-dessus. Donc, si votre chatbot ne fait pas que de la génération de leads, il faut penser à mettre en avant cette partie. Il ne faut pas la négliger, sinon ça ne sert à rien. Il faut prendre la main sur la conversation lorsqu'un visiteur semble perdu. Il ne faut pas négliger les éléments de réassurance au sein du chatbot. Et donc ça, vraiment, ça passe, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais ça passe par sa personnalité, ça passe par le fait d'arriver à répondre un petit peu à quelques questions clés aussi à côté sur l'activité. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et puis, il faut laisser la possibilité de ne pas saisir tous les éléments. L'important, en tout cas pour nous, à cette étape-là, c'était d'avoir une manière de recontacter, un mail, un numéro de téléphone, mais quelque chose qui nous permette de reprendre en main la conversation facilement et de continuer l'échange. Et puis, de faciliter la tâche des utilisateurs. Certes, on est dans du conversationnel, et ça permet, ça a tous les avantages qu'on a énumérés là pendant tout le temps pendant lequel j'ai parlé, mais ce n'est pas une raison pour ne pas leur faciliter la tâche en leur proposant des boutons, des carousels avec des éléments de saisie prédéfinis, parce que globalement, vous êtes capables aujourd'hui tous, en fonction de votre offre, de cadrer les éléments qui la caractérisent, et voire même de savoir que 80% des besoins de vos prospects, c'est telle chose, et donc de le mettre en avant en l'affichant à l'écran en premier. Et mine de rien, ça aussi, ça permet à la fois de gagner du temps, et puis c'est aussi un élément qui va rassurer le prospect en se disant, bah oui, attends, ça, ils me le mettent en avant, c'est qu'ils doivent bien savoir faire. Voilà, je vais rendre la main à Foxglove. On répondra à vos questions, du coup, tout à la fin. Parfait, merci Pierrick. Ouais, il y a pas mal de questions. Tu vas les voir en reprenant la main sur ton écran. Je te laisse les lire, on les traitera tout à la fin. Et au passage, puisque tu m'as vu, salut Pascal. Je vais vous présenter un cas qui va rester dans le contexte des cabinets de recrutement. Je vais vous présenter un cas d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Mobiskill. L'idée est de vous présenter leur situation initiale. C'est une présentation qui va être très détaillée, très chiffrée. La démarche qu'on a mise en œuvre, évidemment, je ne rentrerai pas dans tous les détails parce qu'en 20 minutes, j'aurai pas le temps. Mais en tout cas, les grandes lignes, les grands piliers de ce qu'on a mis en œuvre et les résultats de façon chiffrée. Donc, j'espère que ça va vous parler et que ça peut être inspirant pour tout le monde dans vos business. La situation initiale. Donc, on parle du cabinet Mobiskill, qui est également un cabinet de recrutement, qui est un cabinet de chasse de tête qui est spécialisé sur des profils tech, développeurs, bref, des profils qui sont généralement très rares sur le marché et qui donc génèrent une certaine... mince, il faut couper peut-être les bip à un moment. Qui génèrent une certaine rareté. Et pour ce site-là, leur objectif est très clair, c'est recueillir des CV de nouveaux candidats, parce que c'est ce qui est rare sur leur marché. Pour parler de la situation initiale en termes de génération de trafic organique, c'est le seul sujet qu'on va adresser, puisque c'est notre chez Foxglove, on va parler des résultats de recherche naturelle. Donc le site
un trafic qui était compris entre 1500 et 2000 sessions mensuelles environ sur les années qui précédaient. La saison forte dans ce business-là étant la fin de l'année globalement, donc entre le mois de septembre et le mois de novembre à peu près. En situation initiale, on a un site qui est positionné sur un nombre qui est très, très limité de mots-clés, avec un trafic de marque qui est extrêmement conséquent dans la globalité du trafic. 92,2% du trafic était un trafic de marque, donc ça veut dire que 92% des visiteurs tapaient le mot-clé de la marque pour arriver sur le site. Et le reste des visites, des visites dites SEO, provenant de mots-clés ne comportant pas la marque, représentaient uniquement 8% du trafic. Ça semble énorme comme ça, mais dans la pratique, on en voit beaucoup en B2B qui ont bien travaillé le trafic, la notoriété de la marque, mais assez mal la longue traîne en SEO, comme Sébastien en parlait tout à l'heure. Et donc, cette proportion-là est conséquente. On est quand même sur un site qui génère beaucoup de conversions, notamment, enfin, globalement, pour un trafic mensuel de 1783 visiteurs sur la période décembre 2018, mai 2019, générait à peu près 500 conversions mensuelles, ce qui est un très beau taux de conversion, ce qui se comprend aussi, puisqu'en fait, comme on est sur un trafic de marque, principalement, les gens qui viennent sur le site sont dans une intention de recherche qui est très claire. Mais par contre, ça ne permet pas non plus d'augmenter le trafic et donc d'augmenter le volume des conversions. Donc les premières observations, on en a parlé, un site peu performant, un trafic stable, je crois que vous l'avez vu sur les courbes d'avant, sur les 24 mois précédents, un taux de conversion très élevé et une autorité du site, j'en ai pas parlé, une autorité du site, c'est un ratio qui est fait sur la qualité des backlinks, donc Sébastien parlait tout à l'heure de la publicité, donc des liens qui pointent vers le site, qui était relativement faible. Donc, on va rentrer dans la démarche et c'est ici qu'on va vous donner un maximum de tips. Première partie de la démarche qu'on va détailler tout de suite, segmentation et définition des priorités. L'objectif, comprendre la performance du site. Pourquoi faire ça? En fait, Google, les utilisateurs n'ont pas la même approche d'un typologie de page à une autre. D'accord? Et donc, il est important de regarder un site par sous-section en fonction de déjà ce qu'on en attend d'un point de vue business, mais aussi de le regarder par le prisme de Google pour comprendre ce que Google en attend, ce qui permet de générer du trafic, ce qui ne permet pas d'en générer. Ici, en segmentant le site à l'origine, on s'est aperçu d'un certain nombre de choses. Donc, comment on a fait? On a croisé les données structurelles du site avec les données de trafic et on a segmenté le tout. Et on a comparé ici, par exemple, les courbes de trafic, donc le nombre de visites mensuelles par typologie de page. Et on s'est rendu compte d'un certain nombre d'aberrations. Ici, des pages qui marchaient relativement bien. Ici, beaucoup de pages qui marchaient peu. Ici, énormément de pages et ici, énormément de pages qui ne généraient aucun trafic. Donc ça permet de définir des pages qu'on va appeler stratégiques, celles qu'on va chercher à optimiser, et à l'inverse, des pages non stratégiques, celles qu'on va plutôt chercher à cacher à Google. Et donc là, on va rentrer justement dans la notion de crawl budget que je vais détailler tout de suite. Le crawl budget, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui est pas forcément très connue de gens qui font pas du SEO en permanence. C'est le temps machine que Google va accorder à votre site. Google, comme toute entreprise, et plus que certaines d'ailleurs, calcule très très bien ses profits. Et donc, le fait de venir indexer un site, c'est une opération qui coûte cher à Google en temps machine. Et donc, le crawl budget, c'est une ressource qui est rare, qui est précieuse et qu'on va chercher à valoriser au maximum pour donner à Google à voir uniquement les pages importantes. Deuxième notion que je voulais expliquer, c'est la notion de PageRank, celle qu'on voit ici. Le PageRank, c'est la puissance interne, c'est une notion d'autorité. Donc, théoriquement, pour faire très schématique dans cette présentation, plus une page va recevoir de liens de qualité, plus elle va recevoir de PageRank, plus elle va recevoir d'autorité. Encore, les liens, c'est les liens HTML sur lesquels vous pouvez cliquer à l'intérieur de votre site ou à l'extérieur du site d'ailleurs. Et donc là, on s'était rendu compte que parce qu'il y avait un certain nombre de problématiques de maillage interne, entre autres, le PageRank du site, donc l'autorité interne du site, elle était diluée vers des sections, vers des pages qui n'avaient pas d'importance, pas d'intérêt. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'analyser où est diffusé votre PageRank sur votre site, donc, où est-ce que vous envoyez de l'autorité, où est-ce que vous dites à Google d'aller voir en priorité pour
finalement, généralement, se rendre compte d'un certain nombre d'aberrations, qu'on envoie beaucoup d'autorité, beaucoup de visibilité vers des pages qui, au final, pour votre business, n'ont pas un intérêt très fort. Donc, suite à ces premiers constats, quelques conclusions qui s'imposent assez simplement. Nettoyer le site, ce qui veut dire supprimer l'accès de Google aux pages non stratégiques. On va voir les différentes techniques qu'on peut utiliser. Et puis, orienter le PageRank interne vers les pages stratégiques pour booster la performance des contenus actuels. On va revenir après sur les aspects de contenu. Pour orienter le PageRank, on va couper l'accès de Google vers les pages non stratégiques et on va l'orienter vers les pages prioritaires. Donc, ça veut dire supprimer des liens vers les pages qui n'ont pas d'intérêt. Mise en place éventuellement de technique qu'on appelle l'obfuscation, qui va être en fait une manière intelligente de garder les liens pour l'utilisateur s'ils ont un sens, mais de les couper pour Google si, d'un point de vue génération de trafic, ils n'ont pas de sens. Par exemple, je vous donne juste un exemple, évidemment, sur un site e-commerce, le bouton « Ajouter au panier », ça a un sens pour l'utilisateur, ça a un sens pour le business. Par contre, pour Google, on n'en a pas grand-chose à faire de faire indexer la page panier sur Google. On ne générera pas de trafic là-dessus, c'est pas pertinent. Donc, on va mettre en place des techniques comme ça, l'obfuscation de manière avec précaution, mais c'est très efficace. Par ailleurs, on va mettre à jour le fichier qu'on appelle robot.txt, qui est un fichier qu'on donne à Google pour lui dire va voir ces pages-là, ne va pas voir ces pages-là surtout. Et puis le sitemap également, qui est un fichier qui sert à orienter Google, c'est une indication qu'on lui donne en lui disant ces pages-là sont importantes, je souhaiterais que tu les indexes. Par ailleurs, on va mettre en place, pour mieux orienter la diffusion du PageRank interne, des systèmes de maillage interne. Donc, on voit ici, il y a 3 types de maillage. La navigation descendante, celle qui permet de partir de la catégorie principale pour descendre dans les sous-catégories. La navigation ascendante, pour faire le parcours inverse. Et puis la navigation horizontale, pour passer d'un article ou d'un contenu dans une thématique à un contenu relativement proche dans la même thématique. Et donc, pour faire ça, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de systèmes automatiques qui vont permettre de faire du maillage interne du site intelligemment. Évidemment, ces systèmes automatiques ne sont jamais absolument parfaits, ni pour Google, ni pour l'humain. Il faut aussi penser que le site, évidemment, il est fait pour l'humain. Donc, on va repasser dessus pour optimiser ce qui aura été fait en automatique et également mettre en place du maillage manuel, par exemple entre les contenus blog et les contenus produits. Pour envoyer un lien, par exemple, sur votre page de blog qui traite d'une thématique, vers, évidemment, le produit qui permet de résoudre le problème que vous adressez. Autre point qui est un point relativement basique du SEO. Quand je dis basique, ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il est pertinent, qu'il est important, que Google l'a dit, mais qui n'est pas toujours mis en place correctement, et même dans un grand nombre de cas, qui n'est pas mis en place correctement. Le balisage. Le balisage, c'est quoi? Google vous dit « Aidez-moi à comprendre mon site ». Donc, donnez à chacune de vos pages un titre, un sous-titre et une description qui vont être uniques, qui vont m'aider à comprendre quel est l'objet de votre page. Ça, c'est hyper important puisque des pages et des contenus, il envoie évidemment des centaines de milliards tous les mois, et donc il faut l'aider à comprendre quel est l'objet de la page. Et donc, théoriquement, ce que Google demande, c'est d'avoir un titre, un sous-titre, une description unique sur chacune des pages. Et là, en l'occurrence, quand on avait démarré cette prestation, on s'était rendu compte qu'on avait un grand nombre de pages dont les titres, les sous-titres, donc ce qu'on appelle H1, qui est l'équivalent d'un sous-titre, et les descriptions étaient dupliquées. Et donc, quand on a des contenus, quand on a des balises dupliquées, on va observer un phénomène, dans le meilleur des cas, de cannibalisation. On a 2 contenus qui portent le même titre. Éventuellement, Google va n'en choisir qu'un seul. Ou carrément de non-sélection. C'est-à-dire que Google va se dire, je vois 2 pages qui ont le même titre, je ne sais pas choisir, je n'en choisis aucune. Donc ça, c'est dommage, parce qu'on a derrière ça des contenus qu'on aura mis du temps à produire, éventuellement des infos qui sont intéressantes, pertinentes pour vos utilisateurs, pour vos clients, pour vos prospects, qui ne vont pas du tout être pris en compte par Google. Donc, on va retravailler ces aspects-là. Là encore, on peut mettre en place des systèmes automatisés qui vont venir, par exemple, récupérer les titres, les sous-titres de vos articles pour aller en récupérer un maximum. Et évidemment, derrière, on va les retravailler à la main, notamment ceux
ceux des pages dont on observe, par exemple, que sur tel mot-clé, votre page est située en deuxième page de Google ou en fin de la première page. Bon, on va aller analyser ça dans le détail, repérer. On a différents outils pour ça, notamment la Search Console, qui est un outil gratuit, qui va nous permettre de savoir sur quel mot-clé cette page se positionne le plus régulièrement, et donc de venir améliorer mon titre et la sous-titre de mes pages pour donner à l'utilisateur la sensation que la page répond vraiment à sa demande. Donc, si je remarque que sur mon site qui vend des chaussures Adidas et des chaussures Nike, la page se positionne beaucoup sur les chaussures Nike, je vais éventuellement mettre en avant le terme Nike. Par ailleurs, et ça c'est quelque chose qui est souvent ignoré également, Google nous donne des outils gratuits et hyper efficaces dans un certain nombre de thématiques. C'est le cas ici sur le recrutement, c'est aussi le cas sur tous les sites de tourisme, et puis on a plein d'autres outils gratuits qui nous sont donnés par Google. Google nous donne des outils avec des interfaces dédiées par thématique. Donc on a des interfaces dédiées sur Google pour rechercher du travail. Et pour être référencé là-dedans, il va falloir mettre en place un certain nombre de balisages qu'on appelle des données structurées, ici dédiées à la catégorie offre d'emploi, pour que Google comprenne que cette page en question, c'est une offre d'emploi et que du coup, elle se retrouve directement dans cette interface-là, ce qui en termes de lead generation et de taux de conversion va être excellent, puisque là, on sait qu'un utilisateur qui utilise cette interface, il cherche un emploi. Donc là, on est vraiment hyper ciblé dès le départ. Donc, c'est des choses qu'il faut creuser, et en fonction de la thématique de votre site, de votre business, il y a très souvent des outils qui sont gratuits, donnés par Google, pour venir se positionner là-dessus. Dernier point de la démarche, la production de contenu, qui est souvent en B2B une problématique que vous vous posez en disant souvent « j'ai pas de ressources, j'ai pas de temps dédié pour cette partie-là ». Alors le premier tips que je voudrais que tout le monde ait en tête, c'est que cette vision qu'on a tous de notre entreprise en B2B, généralement, elle est fausse. Parce qu'en fait, du contenu, vous en produisez au quotidien. Vos commerciaux en produisent pour répondre à des appels d'offres, pour faire des présentations clients. Vos équipes marketing en font également. En fait, du contenu intelligent, du contenu de très bonne qualité, avec une sémantique très large, vous en avez déjà dans tous les disques durs de vos commerciaux, de vos équipes marketing, de vos équipes techniques, dans des thématiques très précises. Et généralement, comme c'est des contenus qui sont faits pour être envoyés aux clients, ils sont extrêmement riches, extrêmement denses, extrêmement travaillés. Donc le premier point à avoir en tête quand on travaille le SEO sur un site B2B, c'est de se dire, je vais déjà aller faire l'inventaire de ce qui existe comme contenu préexistant avant même de travailler sur mon site. Ensuite, évidemment, généralement, vous avez déjà un site internet qui est existant, et ce site-là, il performe. Et donc, avant d'aller retravailler soit des contenus existants sur le site, soit des nouveaux contenus, ce qui est important, c'est de comprendre, type de page par type de page, ce que Google attend précisément en termes de qualité de contenu. Google donne des indications qui sont très floues. Il va nous dire, je veux des contenus qui soient longs, je veux des contenus qui soient uniques. C'est ça les indications qui nous sont données. On est d'accord que le terme long ne veut pas dire quelque chose de très explicite. Donc, on va aller analyser sur notre site déjà les contenus qui performent et les contenus qui ne performent pas, section du site par section du site, et on va aller comparer les différents indicateurs de qualité. Ici, par exemple, on se rend compte que sur mes pages annonces, les contenus qui font 261 mots précisément performent, ceux qui ne performent pas en font 197. Donc, je n'ai pas besoin de travailler de façon énorme ces contenus-là, d'autant que dans ma section ici, j'en ai 97, il faut que je les enrichisse environ d'une soixantaine de mots. Donc, ce n'est pas un très lourd travail à produire. Sur mes pages piliers, à l'inverse, là, j'ai besoin de rajouter un peu plus de contenu parce qu'on se rend compte que les pages qui performent, elles font en moyenne 1217 mots et elles en font 870 pour celles qui ne performent pas. Donc, cette notion de segmentation qu'on a menée au départ du site, elle va nous permettre aussi d'avoir des indicateurs de qualité très clairs et de savoir orienter les équipes de rédaction du site. Et enfin, je vous donne, vous avez compris, pareil, sur les pages articles, on a une vision qui est différente. On va regarder ces indicateurs-là on-site, donc à l'intérieur du site, et puis on va les regarder également chez les concurrents. Donc, on va regarder les mots-clés sur lesquels on veut se positionner, et on va aller analyser la taille des contenus des concurrents. Et on va en faire une moyenne, et on va regarder, par exemple, les top 5 des contenus qui se positionnent sur ce mot-clé-là. En moyenne, ils font telle taille. En moyenne, leur champ sémantique, c'est ça. En moyenne, les mots-clés qu'ils vont utiliser, c'est ça. Et du coup, ça va nous donner des indications précieuses pour créer
des guidelines pour les personnes qui vont écrire les contenus, qui vont réécrire éventuellement un petit peu les contenus qu'on a déjà, qui vont du coup faire du recyclage, pour leur dire, ne t'embête pas, par exemple ici, à faire des contenus trop longs. Tu fais un contenu de 260, 270 mots, ça suffit. Ici, ça vaut la peine d'y passer du temps. Et là, il faut enrichir ces contenus-là de 150, 170 mots environ. Et là, on arrive à avoir des choses qui sont très claires, basées sur de la data, et on est quasi certain d'avoir un effet très bénéfique dès lors qu'on va appliquer ces ratios-là. Google, Pierre parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, Google, ça reste une intelligence artificielle, donc ça reste un outil algorithmique qui se base sur des stats pour définir qui est plus important. Ensuite, on va chercher à définir les bons mots-clés, ceux sur lesquels on veut se positionner, ceux qui vont générer du trafic. On parlait tout à l'heure de long train, donc toutes les expressions un petit peu vastes sur lesquelles on peut travailler. Pour les identifier, on va chercher à établir dans un premier temps ce qu'on appelle un content gap, c'est-à-dire qu'on va aller regarder chez mes concurrents, ceux que j'ai déjà identifiés, quels sont les mots-clés sur lesquels eux se positionnent et moi pas. Ça va me donner une idée très claire des intentions utilisateurs que je ne capte pas aujourd'hui. De la même manière, généralement, quand je fais du marketing, je travaille l'acquisition de trafic sur mon site, j'ai une idée initiale des mots-clés sur lesquels je veux me positionner. Donc, sur cette base-là, je vais aller regarder quels sont les concurrents qui se positionnent ici. Et de la même manière, je vais faire un content gap. Je vais aller regarder les mots-clés sur lesquels ces concurrents se positionnent. Et ça va me permettre d'élargir ma réflexion sur les mots-clés intéressants, pertinents pour nous. Sur cette base-là, on va évidemment regarder les volumes de recherche. C'est pas la peine d'aller travailler des mots-clés sur lesquels il n'y a pas beaucoup de recherche. Je vais également regarder l'intensité concurrentielle sur chacun de ces mots-clés pour choisir mes combats. Je vais clusteriser, c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment avec le Covid. Je vais organiser les mots-clés par thématique, celles que je souhaite adresser, je vais les prioriser et ça me permet de définir des opportunités et des guidelines, pareil, très clairs pour mes équipes qui vont rédiger le contenu. Sur cette base-là, de façon très simple, on va créer un planning éditorial. Donc ici, je vous ai donné un exemple du planning édito qu'on avait prévu pour notre client, qui, au final, pour être très clair, s'est résumé à la production de moins de 30 contenus. On va rentrer sur les résultats obtenus maintenant qu'on a vu la démarche qu'on avait suivie. Donc, pour remettre en situation, la prestation avait démarré ici en mars 2019, mais la saison qui nous intéresse, c'est celle qui est située entre globalement juillet et octobre, donc la haute saison, pour un site comme celui-ci. On a donc fait nos analyses, le client a mis en place un certain nombre des premières préconisations, et on voit directement, on verra après avec la partie chiffrée, qu'on a directement un pic de croissance quand on compare avec la même période l'an passé. Bon, suite à ça, le client a décidé de faire une refonte technique pour plusieurs raisons. Comme tout le monde, ils ont eu à gérer la crise du Covid qui a généré dans leur domaine du recrutement une baisse des volumes de recherche. Et on se retrouve ici en saison haute, entre juillet et septembre 2020, où on voit que la courbe, clairement, elle a changé. Donc, on va la voir de façon un peu plus chiffrée. Ici, si on compare la saison haute en termes de trafic, en 2018, on a obtenu 1670 visiteurs. Un an plus tard, on est déjà à 2570, donc on a un gap de 54%. Et encore un an plus tard, on est à 2833 visiteurs. Donc en termes d'augmentation, on est à 130% de croissance en 2 ans. En nombre de mots-clés, évidemment, c'est la même chose. Je le rappelle, sans avoir produit beaucoup de contenu. Simplement parce qu'on allait se positionner sur les bons mots-clés et qu'on a renforcé, on a nettoyé le site techniquement. On a coupé l'accès à Google à des pages qui ne servaient à rien et on a priorisé des pages importantes. Parallèlement, d'ailleurs, puisqu'on avait coupé un certain nombre de pages, on a aussi coupé des liens entrants. Et donc, théoriquement, on pourrait se dire c'est mal, c'est dommage, sauf que dans la pratique, on voit que très concrètement, ça n'a pas généré d'impact business, loin de là. Et enfin, ce qui vous intéresse, je pense, le plus, en termes de volume de conversion, sur la saison haute, 2 ans auparavant, on était sur 278 conversions. Sur les 3 derniers mois, là, de 2020, on est à 928 conversions mensuelles. Donc, on a un gap qui est très conséquent sur cet aspect-là. Pour parler en termes de coûts,
la mise en place de ces actions-là, ça leur a coûté toute la partie gérée par mon agence, évidemment, pour l'accompagnement SEO, plus 5 jours hommes de développeurs pour travailler sur le crawl budget, 10 jours hommes de développeurs pour travailler sur le balisage, la mise en place des données structurées, et environ 8 jours de production de contenu. Donc, vous voyez que c'est pas un travail qui est très, très conséquent. Et ici, ça représentait un budget environ de 25 000 euros. En termes de bénéfices, on en a plusieurs. Si on augmente le trafic d'un site de 130%, le premier point, c'est qu'on va augmenter la notoriété de la marque auprès de sa cible. Donc ça, c'est un vrai bénéfice qui est très long-termiste. Ça ne génère pas d'économie en revanche. En termes d'augmentation du nombre de leads, si on augmente le nombre de leads de 230% en SEO, donc en trafic organique, on va avoir un premier impact très positif, c'est qu'on va baisser notre coût d'acquisition client. Et ça, évidemment, c'est une problématique qu'on doit chercher à adresser généralement au marketing. Optimiser le coût d'acquisition client, c'est hyper important. Donc, faire en sorte d'optimiser un site pour que naturellement, il amène du trafic sans avoir à payer ce trafic, on va drastiquement baisser le coût d'acquisition. Et puis, évidemment, on va augmenter proportionnellement les ventes au nombre de leads générés. Alors, j'ai bien vu la question sur le CA généré. Je n'ai pas le droit de tout communiquer non plus. Je peux garantir en revanche que c'est rentable. Pour récapituler les différentes étapes de la démarche qu'on a suivie en SEO, bon, le premier point qui est le plus important, enfin qui est très important, pas plus important, mais c'est très important de l'avoir en tête. Le SEO, ça ne se travaille pas uniquement par un angle. Donc ça se travaille par du contenu, évidemment, et là, il va falloir penser recyclage, mais ça se travaille aussi par de l'optimisation technique pour donner la puissance aux contenus qui sont déjà existants sur le site. Travailler la longue traîne, pourquoi? Parce que la longue traîne, c'est l'intention utilisateur et c'est souvent des intentions de conversion. C'est hyper important. Et en plus de ça, la longue traîne, généralement, c'est moins concurrentiel. Analyser ses concurrents et la perte de son travail. Pourquoi? Parce que le SEO, c'est une course. Donc, le but du jeu, c'est d'être meilleur que les concurrents. C'est pas d'être parfait, mais c'est d'être meilleur que les concurrents. Et la performance de son travail, pourquoi? Parce que on est dans un environnement qui est changeant. Votre site change, Google change, et vos concurrents changent aussi. Donc ça, c'est vraiment un point à garder en tête. Pierrick. Voilà, et puis effectivement, donc une fois que le visiteur est là, les points importants, ça va être de capter son attention, de lui parler, d'en profiter du coup pour créer une relation de confiance en lui apportant des informations qui sont utiles et par rapport à son profil à lui. Donc on est vraiment dans de la personnalisation de la relation. Et puis une fois qu'on a une relation de confiance et personnalisée, on n'a plus qu'à récupérer ses coordonnées et en faire ce que bon nous semble, en tout cas en interne, évidemment. On ne va pas revendre de la donnée, c'est mal. Mais petite parenthèse, j'ai vu qu'il y a une question RGPD, donc on va y revenir. Mais voilà, une fois qu'on a ces coordonnées, je dirais c'est gagné. Il n'y a plus qu'à rentrer ça dans le pipeline commercial. On vous a fait ici une dernière petite slide que vous lirez tranquillement pour relister les 10 tips SEO à retenir. Donc, je ne vais pas les relire, c'est une redite, c'est simplement pour vous aider quand vous reprendrez ce webinaire à aller directement à une synthèse quand vous voudrez travailler le SEO sur votre site. Voilà. Et puis sur les chatbots également, on a fait la même chose. Je ne sais pas si Pierrick, tu veux mettre un point sur cet aspect-là avant qu'on passe aux questions. Non, c'est la liste finalement des bonnes pratiques. Évidemment, après, il y en a d'autres, mais là, c'est vraiment les sujets principaux. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Vous pourrez évidemment relire ça tranquillement et puis nous contacter si vous avez des questions. On est à votre disposition. Ouais, alors il y a eu beaucoup de questions sur les chatbots. Je vais peut-être les faire dans l'ordre, mais assez rapidement. Et si besoin, on rééchangera au cas par cas. Mais alors, effectivement, la problématique du décalage horaire, il y a plusieurs manières de la gérer. Il y a la manière où techniquement, on peut aller regarder l'heure potentiellement ou le fuseau horaire du navigateur. On peut aussi tout simplement demander à l'utilisateur où est-ce qu'il se trouve. Et en fonction de ça, recaler l'horaire. Donc ça, ça se résout assez facilement. L'autre question, c'était est-ce que Likebot peut se connecter via une API à un CRM? Oui, ça peut se connecter à n'importe quoi, un CRM. J'ai vu qu'il y avait la question sur Salesforce, on sait se connecter à Salesforce, on se connecte aussi à d'autres CRM.
On se connecte s'il faut au système d'information global de l'entreprise pour récupérer de l'information. Mais effectivement, dans le cas de la lead generation, c'est important de pouvoir remonter les informations qu'on a collectées directement sur la fiche client. Est-ce que c'est un script facile à mettre en place sur WordPress? Alors sur WordPress, oui, ailleurs aussi, puisque c'est juste un tag JavaScript qu'on vient mettre sur la page. Est-ce qu'il dépose des cookies? Il dépose un cookie, juste pour permettre d'identifier l'utilisateur lorsqu'il revient et lui réafficher sa conversation. Rien de plus, rien de moins. C'est vraiment juste pour le bon fonctionnement et le bon déroulé de la conversation. Donc, Likebot n'est pas qu'un simple chatbot, il y a aussi un live chat. Oui, en fait, ça, c'est un point clé, c'est vraiment de pouvoir effectuer la bascule, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre la conversation du chatbot et potentiellement un conseiller qui est disponible. Là-dessus, on va pouvoir soit utiliser la brique qui existe déjà, si vous avez un outil en interne qui est utilisé pour faire du live chat ou même pour faire de la gestion de la relation client. Ou sinon, on peut mettre aussi à disposition une interface de notre côté. Voilà, est-ce que c'est de l'IA fait maison? Oui, c'est de l'IA fait maison, donc c'est pas un framework du marché, on est 100% propriétaire de notre techno qui est développé 100% en interne. Nos modèles de traitement du langage naturel, parce que j'en ai parlé un petit peu, sont aussi maison. Donc c'est nos propres données, on entraîne nos propres modèles, on ne s'appuie pas sur des modèles des GAFA ou d'autres. Donc ça c'est plutôt un point important et c'est une force, on a de la maîtrise là-dessus et on sait comment fonctionnent nos modèles. Et c'est aussi pour ça que je vous disais que des fois, il faut être capable d'assumer si le modèle marche ou marche pas. Et nous, on est capable de le faire et on a une vision vraiment précise de comment ça fonctionne. Voilà, je crois avoir fait le tour des questions sur les bots. Est-ce qu'il peut fonctionner même si les cookies sont refusés? Ce qui devrait désormais être la règle. Alors bon, là-dessus, effectivement, si les cookies sont refusés, est-ce que le chatbot continuera de fonctionner? En l'état, on ne s'est pas encore posé la question, honnêtement. Là, la réglementation là, vient de sortir, les nouvelles recos de la CNIL viennent de sortir. Entre nous, je pense qu'on a un peu plus de temps que 2021, parce que si les cookies sont refusés, je pense qu'il y aura d'autres problèmes que simplement le fonctionnement du chatbot sur pas mal de sites. Après, nous, on sait aussi s'appuyer sur des cookies qui sont déjà posés par on va dire, une entité autorisée. Donc là-dessus, sur les cookies, de toute façon, il faudra une manière de pouvoir continuer à identifier l'utilisateur. Et je pense que j'ai pas encore creusé effectivement ce qu'a dit la CNIL au sujet des cookies. Mais je serais surpris que tous les cookies soient interdits à partir du 1er janvier 2021 en tout cas. Voilà. Je vais laisser la main du coup à Fosglove pour les quelques questions que vous avez eues vous aussi. Ouais, alors je vois une question sur l'obfuscation. Est-ce que c'est des liens JavaScript? Eh ben, pas que. D'abord parce que le JavaScript, Google arrive de plus en plus à le lire. Alors, ça reste une mauvaise pratique SEO, hein, le JavaScript. On va pas s'en servir pour optimiser un site. En revanche, c'est pas parce qu'on met un lien en JavaScript sur le site qu'on est sûr que Google le verra pas et donc on va pas lui faire perdre son temps. Donc il y a d'autres techniques d'encodage qui vont pouvoir être utilisées, qui sont des règles qui sont très acceptées par Google. On n'est pas dans ce qu'on appelle le black hat. Donc le black hat, c'est tricher avec les règles de Google pour faire simple. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a d'autres techniques que les liens JavaScript pour faire ça. Bon, il y avait une question qui me disait que mes slides étaient trop petites ou illisibles. J'en suis navré. On vous les enverra après pour qu'elles soient plus claires. Face à l'écran, en tout cas, c'était très lisible, mais probablement qu'avec le système d'écran, partage d'écran, c'était pas le cas. Comme je le disais, en termes de chiffre d'affaires, évidemment, je vais pas dévoiler le chiffre d'affaires de mes clients. Mais je peux confirmer que c'est une opération qui est globalement très rentable. Je ne sais pas si j'ai repéré d'autres questions. Ah, il y a une autre question.
Le SEO prend-il en compte la structure du site internet, WordPress ou autre? Alors, je ne suis pas certain de comprendre la question. Je vais essayer de reformuler comme je le comprends. Vous me direz si j'ai raison ou pas. J'ai l'impression qu'il y a deux questions en fait en une. Est-ce que la structure du site internet est un des critères SEO? La réponse est oui, et de façon catégorique. Et c'est une question, c'est un sujet qui est très souvent oublié et qui est en fait un des piliers, un des leviers de croissance hyper importants. Si on se met, pour reprendre l'image du magasin physique dont on parlait tout à l'heure, si on se met dans un magasin physique, vous allez avoir des têtes de rayon. C'est là où vous allez mettre les produits que vous voulez mettre le plus en avant. Sur un site internet, sa structure, c'est ça qui va vous permettre de définir vos têtes de rayon, par exemple. Il y a plein d'autres paramètres, évidemment. On pourra, Estelle, si vous voulez, en parler après coup en détail sur des cas précis. Mais oui, la structure du site internet, d'un site internet est un sujet très, très important. L'autre question que je comprends, c'est est-ce que WordPress est un bon CMS ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais vous faire une réponse qui est un peu une réponse de Normand. WordPress, c'est sûr, c'est un très bon CMS et c'est 30% des CMS utilisés dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est un choix qui est très sûr. Et évidemment, comme il est utilisé par 30% des CMS dans le monde, c'est un CMS sur lequel on va trouver beaucoup de développeurs. Ça, c'est important de l'avoir en tête quand on choisit son CMS. C'est un CMS sur lequel on va pouvoir aussi travailler le SEO de façon détaillée. C'est un CMS qui est très ouvert. En revanche, ça va dépendre de votre activité. Ici, le sujet de la conf était effectivement lead generation en B2B. Lead generation, ça peut aussi être du e-commerce. Et dans ces cas-là, WordPress en lui-même n'est pas un CMS efficace pour le e-commerce. On va en prendre d'autres. D'ailleurs, WordPress lui-même propose son propre CMS e-commerce qui s'appelle WooCommerce. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions, Estelle? Oui, je vois qu'on me disait merci. Je ne sais pas si sur la deuxième, c'était clair. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, que ce soit chatbot ou SEO, que vous souhaiteriez adresser? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été super clair. Et ça fait toujours plaisir. Et qu'il est grand temps de s'envoyer des fleurs. Ah si, je vois qu'une question est en train d'arriver. Ouais. On va patienter encore un peu. C'est un compliment pour les chatbots. Ouais. Merci Pascal. Effectivement, c'est un point de différence par rapport à la concurrence qui soit mise tout sur le live chat avec, pour certains aujourd'hui, hein, on va pas se mentir, des petits modules chatbot qui existent, qui viennent s'ajouter, mais qui sont un peu ce que j'ai appelé tout à l'heure des formulaires, des mauvais formulaires. C'est un chatbot qui pose 3 questions avec des clics à faire et bon, là-dessus, autant faire un formulaire. Il y a aussi eu récemment un article qui est sorti sur la solution que propose HubSpot, qui fait du live chat, mais qui a un petit plugin de chatbot et qui notamment, il y a une personne qui a découvert que ça avait un gros impact, notamment en référencement, parce que le plugin impactait les performances du site de manière assez forte. Et du coup, ça dégradait les positions du site globalement sur Google. Et donc, nous, ça nous a mis à puce à l'oreille. On allait regarder de notre côté. Et c'est pas le cas. Notre plugin a des meilleures performances que celui d'HubSpot. Et donc, ça permet vraiment de jongler entre la partie live chat, qui est toujours utile, et la partie chatbot, qui permet d'automatiser lorsqu'elle est bien faite. Et oui, Pascal, je suis désolé pour la nouvelle, hein, mais effectivement, celui de HubSpot va pénaliser fortement, les performances du site. Je pourrais vous envoyer l'article en question pour que vous puissiez regarder. Et puis, je vais laisser Fosglove répondre sur la partie WooCommerce.
Alors, j'ai pas de réponse toute faite. Réponse simple, ouais. Ouais. Il va falloir. Vous voulez, Estelle, on en parle après. Et ça va dépendre de l'offre, de la largeur du catalogue que vous voulez proposer. Ça va dépendre de la qualité dont vous avez besoin, ça va dépendre de vos concurrents, ça va dépendre aussi de vos ressources de développement. Il y a des systèmes qui sont très plug and play. Évidemment, ils sont compliqués, les modifier. Et à l'inverse, on a des systèmes qui sont plus ouverts, mais qui manquent de configuration. Il n'y a pas toujours quelque chose je ne peux pas vous donner une réponse comme ça, mais si vous voulez, on en parle après en détail. Il y a plusieurs CMS départements, on rentre un peu dans le détail des finalités. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pascal? Du coup, j'ai répondu par écrit, hein, mais effectivement, HubSpot CRM, c'est une super solution. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, c'est compliqué de faire et un bon CRM et un bon outil de chatbot. Il y en a qui font des bons outils de chatbot, il y en a qui font des bons outils de CRM. Et l'idée, c'est d'arriver à faire communiquer les deux. Mais c'est vrai qu'en l'état, les retours qu'on a nous, de prospects et de clients sur ces chatbots intégrés aux outils CRM, attention, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais en tout cas, HubSpot, c'est clair. Il y a un déficit de performance sur ces bots un peu intégrés sur la partie CRM. Voilà. Je transmettrai les contacts sans problème. Ça marche. Je pense que c'est le coup de continuer la discussion. Ah ben, On a bouclé à tout le monde pour votre présence, vos questions, votre intérêt. N'hésitez pas à nous recontacter, on verra du coup le replay et guide. Donc, si vous avez des questions, des sujets plus personnels, pour ça. Merci à tous. Merci Bon beaucoup. après-midi. À très bientôt. Ok. Au revoir. J'ai une petite idée. Ouais. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.